Début des vacances de février, la plupart des stations de ski affichent complet, même dans les Pyrénées où la neige est au rendez-vous cette année. Week-end sans football dans toute la région Île-de-France en mémoire du jeune supporter tué dimanche à Drancy. Après la suspension par le Premier ministre de la circulaire sur les IUT et alors que la gauche et les chiraciens dénoncent cette nouvelle reculade, Édouard Balladur profite d'une rencontre avec les jeunes pour répondre aux critiques sur ses méthodes de gouvernement. Invité de notre journal en direct de Monaco, le prince Albert qui préside le Festival international de télévision qui s'ouvre officiellement ce soir à Monte-Carlo. Madame, Monsieur, bonsoir. Une minute de silence sera respectée ce soir et demain sur tous les stades de France par les footballeurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, qui porteront en outre un crêpe noir en souvenir du jeune supporter mortellement blessé par balle dimanche dernier à Drancy. Les 6800 rencontres de football prévues en région Île-de-France pour ce week-end ont été annulées. Reportage Laurent-Frédéric Bollet, Frédéric Basile. Grille tirée, stade fermé, match annulé. Voilà les conséquences du drame de Drancy. Voilà comment il peut se passer à Saint-Ouen par exemple, une journée sans foot. 200 000 personnes ne joueront pas en Île-de-France ce week-end. Bon, un week-end sans football, c'est pas un week-end pour les jeunes. Les jeunes qui jouent tout le temps au foot, ils ont envie de jouer au foot. Pour eux, c'est la galère, c'est sûr. Les chiffres, des centaines de terrains désertés, 6800 matchs reportés, 1800 clubs sans compétition et un paradoxe. Les jeunes sont privés de foot et le ressentent mal. Dans les cités, la violence ne se réglera pas en 2 jours, même s'il ne faut pas oublier Drancy. Donc on en parle, les clubs de première division font une minute de silence, les enfants sont au courant et ainsi de suite. Mais après, bien sûr, ça c'est le petit caillou. Maintenant, il faut déclencher quelque chose parce qu'on a, à mon avis, on a pris un temps de retard énorme. Des jeunes qui jouent au foot, on en trouve quand même, car rien n'empêche une partie libre. Mais là encore, on s'interroge sur le bien fondé d'une mesure qui est nécessaire peut-être, mais pas suffisante. Étant donné que les jeunes ils prennent plus de temps à jouer au foot, au tennis, à n'importe quoi, à un sport, et ben à partir de ce moment-là, ils ont plus de temps pour aller traîner dans la cité ou ailleurs pour faire des conneries. Je pense que c'est un moyen pour s'en sortir. C'est un bon moyen, je pense. C'est le sport, il faut s'en sortir par le sport. C'est le ghetto ici. Le sport et le foot, au cœur donc d'une interrogation, provoque-t-il ou éloigne-t-il la violence? Après Drancy, le débat n'est manifestement pas réglé. Nouveau tangage sur la bande FM, le PDG de la radio Fun Radio a annoncé qu'il avait d'ores et déjà décidé de suspendre, sous réserve de sanctions plus graves, l'animateur qui, sur son antenne, lors de la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, avait décrit ce camp de la mort comme, je cite, une maison de campagne à retaper. Le CSA a protesté très vivement contre des propos qualifiés d'insultants pour la mémoire des déportés. Le patron de Fun Radio reconnaît que la jeunesse de ses animateurs pose, je cite, un problème de manque de culture générale. Avis tout à fait partagé par Hervé Bourges, le président du CSA, qui voit dans ces dérapages répétés l'expression d'une faillite de notre société et de l'inculture. Enquête Patricia Charnollet, Dominique Bonnet. Le jour du 50e anniversaire de la libération d'Auschwitz, un animateur de Fun Radio a donc comparé le camp à une maison de campagne dont il faudrait retaper la toiture. Des propos jugés scandaleux par Hervé Bourges. C'est à mon avis le débordement le plus grave qui ait eu lieu sur la bande FM depuis longtemps, même si on a déjà été habitué à certains dépassements. Parce que là, on atteint la mémoire. On atteint la dignité de la personne humaine. Un jugement partagé par des auditeurs pour qui il y a des limites à la plaisanterie. C'est de la bassesse, c'est pas intelligent. Si c'est pour se faire remarquer, qu'ils le fassent autrement. Il y a des gens qui en ont souffert, il y a des gens dont leurs grands-parents, leurs parents se sont fait déporter et on ne plaisante pas sur ça. Il y a quelques semaines, sur Skyrock, autre radio star de la bande FM, un animateur s'était réjoui du meurtre d'un policier. Ces deux faits traduisent une dérive incontestable. Arthur, qui anime chaque jour sur Europe 1 une émission pour les jeunes, a travaillé dans ces deux radios. Les provocations actuelles sont pour lui le reflet de la guerre commerciale. C'est aussi parce qu'elles se partagent le même gâteau publicitaire et la même cible qui sont les jeunes. Et donc, il y a deux radios pour le même public, donc c'est celle qui sera la plus accrocheuse, peut-être la plus racoleuse, qui fera le plus d'audience, et donc les intérêts économiques sont énormes. Dans la radio, il y a aussi du fric à gagner. Hervé Bourges appelle aujourd'hui à une vaste concertation sur les problèmes déontologiques. Les patrons de ces radios ne peuvent plus se contenter de punir les auteurs de provocations. C'est leur responsabilité qui est engagée.
Après la suspension hier par le Premier ministre d'une circulaire très contestée organisant l'avenir des étudiants en IUT, les adversaires d'Édouard Balladur ont été prompts à dénoncer cette nouvelle reculade devant les manifestations étudiantes. S'exprimant cet après-midi à Antony, en région parisienne, devant des jeunes soutenant sa candidature, Édouard Balladur a répondu implicitement à ces critiques. Sur place, Jérôme Catala, Franck Brisset. Oui, les jeunes de Chamonix. C'est vous? Comme tout candidat, Édouard Balladur connaît les règles et les passages obligés d'une campagne électorale. Avec photo de groupe et entrée en fanfare dans une salle composée aujourd'hui de jeunes membres de ses comités de soutien. L'occasion pour lui d'évoquer implicitement la suspension de la circulaire sur les IUT en défendant une fois encore sa méthode. Que chacun se sente le plus possible responsable de lui-même. C'est pourquoi j'accorde tellement d'importance à la concertation, au dialogue, à l'écoute et au contrat. Et même si je suis critiqué pour cela, je n'ai nullement l'intention de changer d'attitude. Un discours bien compris par le millier de jeunes supporters tout acquis à la méthode Balladur, notamment quant à la suspension de la circulaire sur les IUT. C'est pas une reculade, on va la modifier et ça passera quand ça sera compris par tout le monde. Il a retenu les erreurs qu'il a pu faire au CIP, il a retiré plus tôt et on va en rediscuter. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de concertation peut-être avant la prise d'une telle mesure. Quand les gens ne veulent vraiment pas d'une loi, il vaut mieux se retirer plutôt que d'imposer aux gens une loi qu'ils ne veulent pas. Pour ces jeunes, plutôt issus de l'UDF que du RPR, Édouard Balladur représente à la fois une bonne synthèse de la droite et, selon eux, une assurance pour la victoire. Le thème de la reculade a été développé bien sûr par les socialistes, mais aussi par des proches de Jacques Chirac, Jacques Toubon ou encore Pierre Mazeaud, le président de la commission des lois à l'Assemblée, qui estime que le ministre François Fillon devrait démissionner. Le candidat Chirac était en campagne aujourd'hui en Picardie. Reportage Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Et oui, si le maire UDF d'Amiens soutient Édouard Balladur, il marque aussi sa sympathie à Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, qui veut se poser en rassembleur, au-delà des clivages de circonstances, l'apprécie ainsi. Il n'hésite pas non plus à attaquer l'échafaudage de la cathédrale. L'image du candidat qui monte vaut bien un peu de vertige. C'est sa manière à lui de faire campagne que de montrer qu'il est homme à savoir prendre son temps. Un temps pourtant soigneusement géré. Hier soir, devant plus de 3000 personnes et sans jamais citer Édouard Balladur, Jacques Chirac a dénoncé la méthode d'action que le Premier ministre applique aujourd'hui et continuerait sans doute d'appliquer demain. La démarche conservatrice, c'est de convier tout le monde dans le cadre d'expertise ou de réunions de travail à un effort collectif, sans prendre de véritables décisions politiques. C'est de toujours décrire le souhaitable sans jamais définir le possible. C'est de traiter les effets du mal sans jamais s'attaquer aux causes. Aujourd'hui, le politique navigue à vue, au gré des sondages ou des manifestations. Le message est bien reçu par les jeunes, mais Jacques Chirac se garde de faire de la récupération. Et s'il laisse ses lieutenants parler de reculade ou de dérobade, il pense surtout que les événements parlent d'eux-mêmes. Et au micro d'Europe numéro 1, tout à l'heure, le candidat Chirac a ajouté, en se gardant, a-t-il dit, de polémiquer, « J'ai la conviction que la méthode des petits pas en avant et en arrière, et surtout l'absence de toute concertation préalable, montre une fois de plus toutes ses limites ». Dernière information concernant la politique française, je vous rappelle que c'est Michel Rocard qui sera demain l'invité de l'heure de vérité à midi sur France 2. C'est la ruée vers les pistes pour les vacanciers de la zone A. Cette année, la neige est au rendez-vous partout, y compris dans les Pyrénées et même dans la seule station du département de l'Aude, Camurac, un petit village de 150 habitants qui ne compte que 7 remontées mécaniques et pour qui le ski représente une part non négligeable du budget municipal. Reportage Arnaud Boutet, Olivier Combe. Dès 9 h, monsieur le maire prépare l'arrivée des touristes. Ce week-end, la population du village sera multipliée par 10. Visite matinale au bureau des locations de la station. Bonjour. Il y a encore quelques petites places au niveau du gîte de monsieur Douzal, là, qui est nouveau de cette année.
Mais je pense que d'ici une semaine, ce sera plein aussi. Camurac ne compte que 12 chalets et 8 appartements gérés par la municipalité. 7 remontées mécaniques, 15 km de piste, cette petite station est la seule du département. Maire depuis 44 ans, Pierre Vaquet a su exploiter il y a 30 ans le filon de l'or blanc. Aujourd'hui, son frère gère les pistes. Le ski représente ici la première richesse, maintient quelques emplois et compense surtout les problèmes de l'agriculture. Pour la seule épicerie du village, ces prochaines semaines seront décisives. Si ça ne marche pas maintenant, pour nous, c'est le plus dur pour après arriver à l'été. Après, pour arriver à l'été, on tire au maximum parce qu'on n'a aucun revenu après. Alors, les premières spatules sont accueillies à bras ouverts. Les skieurs sont des habitués, en quête de tranquillité. Camurac, une grande famille. Ma foi, ce sont des gens simples et au bout de quelques temps, on les connaît tous. Et on discute avec eux, on les trouve soit sur les pistes, soit sur le village. Il y a quand même des trucs à Camurac. Il y a une boîte de nuit, il y a un café, il y a une pizzeria, donc on ne s'ennuie pas, non? Et pour ne pas gâcher le reste des vacances, un seul conseil, très vite, apprendre à freiner. Et parmi les nouveaux adeptes de la glisse sur neige, des milliers de surfeurs, pour la plupart des jeunes très sportifs qui ne seraient sans doute jamais venus à la montagne si ce sport très spectaculaire n'avait été inventé. Jean-Jacques Dufour et Axel Messange ont rencontré des banlieusards tout à fait enthousiastes et qui sont passés directement du skateboard sur les trottoirs de Goussainville au surf sur les pentes d'Avoria. Pour la bande à Babar, appartement 204, le ski, c'est naze. Oh, le surf, c'est classe. C'est pas le train, le ski. C'est pas le train, le ski. C'est pas bien, ça. C'est canon, ça. Pour les baltringues, le ski, la question se pose. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le surf, qu'il soit ou non des neiges, fait rêver les banlieues. Ouais, ça me plairait de faire du surf. Pourquoi? Bah, parce que c'est bien, il y a de la vitesse. Ouais. On va à la télé que c'est bien. Ouais. Ça déchaîne. Au lieu de galérer dans les cités, on s'éclate. Ouais, dégage, allez, casse-toi, allez. Casse-toi, c'est tout claqué, casse-toi. Allez, ceinture, lui. Ceinture, lui. Petit cousin du skate, le snowboard véhicule une culture très urbaine. On s'habille trash, poubelle, on écoute de la musique hard rock ou rap et on glisse pour s'exploser. Loin, très loin du ski pépère. Dans le surf aussi, il y a une façon de flirter aussi. C'est-à-dire on joue les styles, on descend à la glisse vite fait, on se fait voir, on se fait bien voir. C'est moi, j'arrive à toute vitesse, je suis sur mes monoskis, laissez-moi passer. Oui, enfin c'est ce qu'on dit à Goussainville, en tenue de ville et loin des pistes. Wouah, putain les skieurs! Force! Issus des milieux populaires ou bourgeois, il y a environ 45 000 snowboarders en France. Pour la plupart des gens qui ne seraient pas venus à la montagne sans cette forme de glisse. Réputés casse-cou, turbulents, ils effraient un peu les adeptes du chasse-neige. Ils sont parfois difficiles à tenir parce que je dirais que leur règle, c'est de ne pas avoir de règles. C'est d'être un petit peu à l'écart, mais c'est une population surtout de 15-19 ans qui sont difficiles, je dirais, de par leur âge, et c'est des adolescents, et il vaut mieux qu'ils soient chez nous à faire du surf, à s'amuser, peut-être que d'être dans les banlieues à faire des bêtises. Bon, malgré qu'on n'a pas de forfait, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. On paye à la maison, ne t'inquiète pas. Cher les sports d'hiver, pour le forfait on s'arrange. La location du matériel, 50% de réduc grâce à un copain. Quant au logement, l'union fait la force. Bah, plusieurs, on peut y arriver, quoi. À 6, 7, en plus côté même, il y a souvent c'est des lits, il y a 4 lits superposés. On vient souvent à 6 et de là, ben, on fait une cotisation. En fait, le plus cher, c'est la bouffe, quoi. Oh, ça casse. Hein, Chaval? Quoi? Ça casse le surf. Bah, si on met de l'argent là-dedans, c'est pas pour s'ennuyer, rester sur une chaise et lire un livre. Mais le problème, c'est que quand on voit la télé, on a envie d'en faire, mais une fois qu'on en fait aussi, c'est dur. On voit que c'est pas pareil. On dirait à la télé, c'est plus facile. Mais une fois que c'est une campagne, ça change. Boum, boum, boum. Comment elle a fait? Hein? Ou mieux? Le surf, c'est bon. Faut essayer, hein. Pour tous les mecs de la banlieue, tous, pour leur montrer qui en est. Hein. Le ski, c'est fini, le ski. Hein. Et en 2 jours, on y arrive, quoi, facile, quoi. Hein. Et c'est permis à tout le monde. Surtout les mecs de la cité. Plus. Comme nous. Les sports d'hiver ont besoin de renouveler leur clientèle et le surf est peut-être la solution, même si pour l'instant la cohabitation entre les skieurs et les surfeurs est parfois difficile. Mais c'est toujours pareil, difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre.
Spectaculaire cambriolage dans une bijouterie de Fontainebleau. Après avoir patiemment creusé un tunnel pendant plusieurs jours, les voleurs ont en effet profité d'une pause déjeuner pour dérober près de 5 millions de francs de bijoux ou objets de valeur. Valérie Astruc. Pour rentrer dans cette bijouterie de Fontainebleau, il a fallu près de 3 semaines de travail. Les cambrioleurs sont entrés d'abord dans une cour située à une trentaine de mètres de là. Ils se sont ensuite introduits dans une cave et ont percé patiemment 3 murs, puis un dernier mur de béton avant de déboucher dans le magasin par le plafond de la cave. Enfin, habileté suprême, leur trappe d'accès se situait juste dans l'angle mort du radar de protection. Le reste était simple, à condition de savoir que les employés étaient partis déjeuner après avoir baissé le rideau de fer. Ni vu ni connu, les cambrioleurs ont donc eu 2 heures pour prendre les bijoux et disparaître. D'après les premières estimations, nous devons être entre 4 et 5 millions de francs de sinistres. Et puis maintenant, on va voir avec les experts et l'assurance comment est-ce que nous allons pouvoir être dédommagés. Déjà en 83, la bijouterie avait été victime d'un hold-up avec prise d'otage. Cette fois, les choses se sont faites plus en douceur. Olivier de Kersauzon et ses 5 équipiers partis jeudi joyeux pour une course lointaine, autrement dit tenter de battre le record du Tour du Monde à la voile, ont dû rentrer à Brest cette nuit après avoir passé plus de 32 heures face à des vents contraires dans le golfe de Gascogne. Jérôme Laurent. Après 32 heures passées dans le golfe de Gascogne face à des vents contraires, Olivier de Kersauzon et son équipage ont rejoint Brest cet après-midi à 15h45. Parti jeudi matin du port du Moulin Blanc, Lyonnaise des Eaux avait profité d'une fenêtre météo favorable pour s'élancer à la poursuite du record du Tour du Monde détenu par le néo-zélandais Peter Blake. Mais les conditions se sont très vite dégradées. Kersauzon a donc préféré faire demi-tour et l'homme était plutôt amer cet après-midi, même s'il compte très vite repartir. Bonne déception. Nous on fait notre métier, puis on se sert des prévisions françaises, anglaises, allemandes. Elles ne valent pas grand-chose en ce moment, je vous dis tout de suite, c'est tout. Vous êtes météorologue, moi je écoute la météo, on me dit qu'il y a une ouverture, j'y vais, on voit qu'il n'y en a pas. Moi dès qu'il y a une ouverture je retourne, même s'il n'y en a pas, même si elle n'est pas bonne. De toute façon on n'a que ça à faire. Hein. La décision a donc été prise d'attendre une configuration météo plus favorable. Lyonnaise des Eaux pourrait repartir en milieu de semaine prochaine. À ne pas manquer demain après-midi dans Stade 2, une interview exclusive de George Foreman, le plus étonnant des boxeurs américains. Champion du monde poids lourd en 73, il est en effet devenu pasteur après avoir rencontré Jésus dans son vestiaire. 21 ans après, Foreman a reconquis le titre le plus prestigieux du noble art et Francis Maroto lui a rendu visite dans sa paroisse au Texas. George Foreman. Cet homme est à la fois puncher et prêcheur. Big George Foreman, nouveau champion du monde des poids lourds. À 46 ans, anormal quand même. Ce n'est pas une chose habituelle qu'un homme de mon âge soit champion du monde des poids lourds, c'est vrai. Mais je réalise qu'en avançant vers le 21e siècle, je peux être un symbole et désormais les plus grands footballeurs, boxeurs, catcheurs, joueurs de baseball, même retraités, peuvent dire, puisque Georges l'a fait, on peut le faire aussi. En avançant vers le 21e siècle, le concept de trop vieux doit disparaître. Sinon, à quoi sert de penser à notre avenir ? Le futur à moyen terme, c'est peut-être lui, Mike Tyson. Le cas Tyson d'ailleurs que Big George considère comme le symbole d'une jeunesse perdue, sans référence. Je pense que pour l'Amérique, c'est une tragédie que Mike Tyson soit dans le pétrin. Mais c'est aussi une histoire qui doit bien se terminer lorsque Tyson rebâtira sa vie. Et je souhaite l'aider. C'est triste d'avoir autant d'ennuis si jeunes. Partout dans le monde, les jeunes sont à l'abandon. Ils n'ont plus de guide, ils ne reconnaissent plus le bien du mal. C'est notre rôle de les aider, nous les anciens. Lui apprendre à revivre normalement, peut-être à partir du 9 mai prochain, et à lui donner une chance pour le titre alors. Bien sûr, je lui redonnerai une chance s'il retrouve la puissance qu'il avait avant ses ennuis. Ce sera même un adversaire très difficile. Mais je peux encore le battre, et tout le monde le sait. Voilà, document complet demain donc dans Stade 2 à partir de 18h40.
Comme promis, nous allons retrouver dans un instant en direct de Monaco le prince Albert au titre de président du 35e Festival international de télévision de Monte-Carlo pour la grande soirée d'inauguration tout à l'heure. La projection de La Grande Catherine de Russie, bien sûr, une série internationale à gros budget avec entre autres interprète Jeanne Moreau dans le rôle de l'impératrice Elisabeth. Close, now. And you, Chancellor. I won't send you away. But you never thought I would, did you? To tell the truth, Ma'am, I wasn't sure. I want no more plots. I have never plotted against Your Majesty. Never. Very well. But now tell me, when I'm dead, will you seek to take power? Yes. Avec nous en direct de Monaco, le prince Albert. Bonsoir. Vous êtes donc président de ce festival international de télévision qui est en même temps, il faut le rappeler, une compétition de téléfilms, de séries et même de reportages d'actualité, ainsi qu'un marché international de programmes, c'est cela? Absolument. Le festival 35e du nom, qui existe depuis 1960, qui a été créé en quelque sorte par mon père, le prince souverain, donc regroupe, comme vous l'avez dit, une compétition où les films de fiction, ils sont une vingtaine, et des mini-séries. Et puis nous avons aussi une compétition de films d'actualité, à la fois des reportages courts et des longs reportages. Et puis bien sûr, depuis 17 ans maintenant, un marché international des programmes de télévision, comme ça se fait beaucoup dans le monde entier, mais à Monaco, nous avons été un des premiers marchés qui ait été associé à un festival de compétition. Alors ce soir, c'est La Grande Catherine. Je crois que vous avez déjà visionné un film qui sera diffusé dans le courant de la semaine prochaine. C'est L'affaire Dreyfus de Boissé, c'est cela? Absolument. J'espère que les personnes qui viennent au festival seront sensibles à ce film. Je crois que il y a eu beaucoup de films qui ont traité de cette affaire, mais je crois que celui-ci vraiment a bien su capturer l'ambiance de l'époque et puis tout le drame de cette terrible affaire. Mais il y a d'autres films, il y a des films américains qui sont excellents. Les Anglais ont toujours de très bonnes entrées ici au festival, donc je crois que ça va être une compétition très très serrée. Alors puisque nous parlons de télévision, est-ce que je peux vous demander rapidement vos goûts en matière de télévision? Qu'est-ce que vous regardez, à part l'excellent journal télévisé de France 2 et à part l'émission excellente également, La France en direct? Eh bien écoutez, je regarde épisodiquement la télévision quand j'ai le temps. C'est souvent lorsque je rentre le soir. Bien sûr les journaux télévisés, mais aussi des émissions quelquefois plus tardives ou des films. Bien sûr, vous connaissez ma passion sportive, donc j'essaye de me tenir au courant des événements sportifs, surtout le week-end. Mais je suis un petit peu éclectique, enfin j'aime bien des émissions différentes à des moments différents. Alors, votre père, le prince Régnier, a comparé plusieurs fois la principauté de Monaco à une grosse entreprise. Alors, est-ce que vous vous sentez prêt à assumer cette succession et à diriger cette grosse entreprise? Eh bien, écoutez, lorsque mon père, le prince souverain, d'un commun accord, me confiera les destinées de la principauté, je serai prêt. Maintenant, je ne peux pas vous dire quand. Ni comment, mais bien sûr que je me prépare activement à assumer ces hautes fonctions. Une toute dernière question qui touche un petit peu votre vie privée, qui n'est hélas pour vous pas tout à fait privée. Il ne se passe pas une semaine sans que des hebdomadaires plus ou moins racoleurs ne vous affublent de pseudo-fiancés qui en pincent pour Monseigneur, si je peux oser ce mauvais jeu de mots. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu fatigué de vous promener sur ce boulevard Arago? Absolument. C'est de plus en plus pénible et de plus en plus difficile à supporter, bien que on pourrait penser qu'après un certain temps, on soit habitué à ce genre de choses. C'est vraiment extrêmement pesant et
Je ne comprends pas en fait d'abord cet acharnement sur notre famille, pas seulement sur moi, mais cette volonté constante de faire des suppositions, d'inventer même des situations, ou de me mettre avec des personnes que je ne connais souvent pas. Et tout ça, ces nombreux mensonges et ces fabrications sont vraiment très très difficiles à supporter. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Donc je vous souhaite une bonne projection de la Grande Catherine tout à l'heure et un excellent festival de Monte-Carlo. Merci beaucoup. Du petit écran au grand écran, de Monte-Carlo à Berlin, je vous propose de terminer ce journal par un petit détour au 45e Festival international du film qui vient de s'ouvrir à Berlin, donc dans la sélection un film particulièrement attendu dans cette ville réunifiée. Bruno Albin. Très attendu, Margaret von Trotta. Non seulement parce qu'il y avait longtemps qu'un film allemand avait ouvert le festival de Berlin, mais surtout parce que la promesse, c'est l'histoire du mur. 1961, Berlin vient d'être coupé en deux. À l'est, Sophie et Konrad dansent un slow, peut-être parce qu'ils refusent de suivre comme les autres le rythme d'une parodie de rock'n'roll. Ils se sont promis de fuir ce soir même, par les égouts. Le mur n'y passe pas encore. Mais Konrad ne peut rejoindre ses camarades. Ils tombent. Ils vivront de chaque côté du mur. Ils ne savent pas encore que cela durera 28 ans. Ils croient même que c'est pour toujours. Quelles conséquences a la grande histoire sur la petite histoire des gens? Ça, c'est toujours un thème qui m'a intéressé. Pour un jeune couple qui se promet de s'aimer toute une vie, comment ils peuvent conserver ou protéger leur amour, leurs sentiments, leurs émotions à travers toute une époque comme ça? Le film feuillette le sombre album en noir et blanc du mur de la honte. Les parpaings qui s'élèvent, les regards perdus de chaque côté. Le héros de la promesse aurait pu être ce Vopo qui passe à l'ouest avec ses armes. Un temps, Konrad est devenu Vopo lui-même, contraint par son père et par le régime, comme pour expier d'avoir projeté de fuir. Il est déjà pris au piège. De l'autre côté du mur, Sophie prépare son évasion, mais il est trop tard. Vos personnages, ce ne sont pas des héros. Non. Ils ne sont pas héroïques. C'est délibéré, ça? Enfin, on s'est demandé, est-ce qu'on pouvait être un héros? Et la plupart des gens n'est pas héroïque. C'est un petit héros quand même, Konrad, non? Des années plus tard, Sophie est devenue guide touristique et résignée. À l'Est, Konrad est astrophysicien. Après avoir refusé toute compromission avec le régime, il a cédé pour entrevoir Sophie et son fils qu'il n'a jamais connu. Leur face-à-face laisse mal à l'aise. Margaret von Trotta refuse de juger. Ce que Konrad a fait est humain, dit-elle. Le mur, lui, a tenu sa promesse, et cette histoire d'amour montre bien comme il a pu rendre 2 générations d'Allemands presque étrangers les uns aux autres. Voilà, à 3 jours de la Saint-Valentin, tout nos vœux de bonheur à Yannick Noah qui a convolé en juste noces aujourd'hui près de Chartres avec le mannequin britannique Heather White. Ça ne s'invente pas. Et puisque nous parlons d'amour, je m'en voudrais de ne pas vous donner cette information en provenance de Naplouse, en Cisjordanie, la présence d'un bouc hors pair, PAIR, puisqu'il présente la particularité d'être en même temps bic et bouc. Père comblé de 50 chevreaux, ce bovidé n'en possède pas moins en effet un pie solitaire qui donne 2 petits verres de lait par jour. Ce beuvrage passant pour être aphrodisiaque, inutile de vous dire que ça se bouscule au portillon. À 20h50 sur France 2, l'amour, coup de foudre, décidément on n'en sort pas, avec Sandrine Dominguez et Olivier Mine. 22h45, les enfants de la télé. Vers minuit, le dernier journal en compagnie de Catherine Sellac. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet, soleil au nord, nuages au sud. À demain 13h, excellente soirée, merci.